Addiction Rébellion, Société. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Cette phrase, nous l'expliquons toujours un peu plus. Salut à toi, c'est Sophie. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans Addiction Rébellion, le podcast pour tout connaître de tes addictions, pour t'en libérer et pour les dépasser. Ce podcast est un partage citoyen, un retour d'expérience sur un vécu assez dense, et il ne se substitue en aucun cas à une prise en charge médicale. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir si la philosophie peut nous offrir des clés de compréhension sur les addictions et sur les problèmes qu'elles posent. Ne t'inquiète pas, je vais faire ça simplement. Je n'ai d'ailleurs pas bien le choix puisque je ne suis pas une experte du domaine. Je ne rentrerai donc pas dans des concepts incompréhensibles et heureusement ce n'est pas nécessaire pour penser l'addiction. Alors aucun philosophe ne s'est directement attaqué à la question des addictions. Mais si l'on explore les grands courants de pensée, on peut peut-être imaginer comment tel ou tel penseur aurait réfléchi sur les sujets qui nous concernent aujourd'hui. Ou encore, comment on peut peut-être explorer jusqu'où on peut faire travailler les penseurs d'avant pour éclairer les problématiques modernes. Pourquoi je m'intéresse à la philo ? Parce que la philo a cette façon bien particulière d'interroger non seulement les problèmes que nous traversons dans nos existences humaines, mais elle interroge également les outils avec lesquels nous cherchons à résoudre ces problèmes. Ce que l'exercice philosophique peut nous apporter, c'est un déplacement du regard qui permet de prendre un peu de distance sur le sujet afin de le comprendre de plus loin. Disons que quand le médecin addictologue étudie le craving, quand le neuroscientifique étudie les circuits dopaminergiques, quand le sociologue étudie les déterminants sociaux de l'addiction, le philosophe peut se demander qu'est-ce qu'un désir, qu'est-ce qu'un choix, qu'est-ce qu'être libre. Tu vois l'idée ? À mon sens, les deux penseurs qui pourraient peut-être le mieux contribuer à penser l'addiction telle qu'elle est définie pour l'instant en ce début du XXIe siècle, ce sont deux philosophes a priori irréconciliables, à savoir Sartre et Spinoza. Leur travail autour de la liberté et du choix est radicalement opposé, mais c'est justement ça qui est passionnant, et la tension qui existe entre leurs deux approches offre justement l'espace, je dirais l'interstice, dans lequel penser l'addiction. Rapprocher Sartre et Spinoza peut sembler complètement contradictoire, et à bien des égards ça l'est. Mais la contradiction étant le nerf de l'addiction, ce grand écart philosophique permet de moduler nos représentations, et c'est ce que je te propose de creuser aujourd'hui. En pensant l'existentialisme, Sartre a soutenu que l'être humain n'est pas une créature dont la nature ou le destin serait prédéterminé, déjà écrit. Dans sa thèse, il soutient au contraire que l'humain doit se donner lui-même une essence, qu'il doit se définir par ses actes, et qu'il se construit peu à peu par ses choix. En cela, l'humain, pour Sartre, est profondément et presque tragiquement libre, et il doit donc assumer non seulement la responsabilité de ses actes, mais aussi l'angoisse que toute cette liberté implique. Pour réemployer une image classique chez Sartre, quand un artisan fabrique par exemple un couteau à pain, il pense d'abord à la fonction du couteau, avant de lui donner une existence et une forme caractéristique. On peut dire que dans l'acte de créer le couteau à pain, l'essence, la nature ou la fonction couteau à pain précède et détermine l'existence du couteau. Mais chez l'humain, c'est tout à fait l'inverse qui se produit. Pour Sartre, l'être humain, lui, existe d'abord, et il se définit peu à peu, par la suite, progressivement, au travers de ses actes. C'est la fameuse formule « l'existence précède l'essence ». On sent déjà une tension émerger si l'on garde cette vérité philosophique en tête et qu'on s'en sert pour éclairer le cas des addictions. Si l'humain est fondamentalement libre, alors le piège des addictions, tel que je le décris dans ce podcast, n'existe pas. Et consommer n'est pas un piège mais un choix libre et conscient, dont tu es censé assumer pleinement les conséquences. Nous allons nous pencher sur cette question car on sent bien qu'il y a quelque chose de plus complexe et d'un peu difficile à saisir. Il y a chez Sartre quelques concepts clés qui permettent de descendre dans différentes strates de cette vérité en apparence aussi simple que radicale. Je pense au concept de mauvaise foi. Pour Sartre, la mauvaise foi, c'est quand tu te mens à toi-même, pas forcément de façon complètement consciente d'ailleurs, j'y reviendrai.
C'est quand tu te mens à toi-même pour pouvoir te protéger de l'angoisse d'être libre et pour fuir la responsabilité de tes choix. Ce n'est pas tout à fait comme le déni. Le déni consiste à penser « Mais non, je ne suis pas alcoolique ». Alors que si. Le déni nie une réalité, il nie une vérité. Et on considère en psychologie que c'est un mécanisme de défense qui protège temporairement l'équilibre psychique. La mauvaise foi, selon Sartre, ne nie pas la réalité. Elle manipule le rapport que tu entretiens avec cette réalité. Si tu es dans la mauvaise foi, tu ne vas pas te dire « je n'ai aucun problème avec l'alcool », mais plutôt « je suis alcoolique, donc il n'y a rien que je puisse faire, c'est comme ça ». Ou alors « je suis alcoolique, mais je peux arrêter quand je veux, il me suffit de le décider ». D'ailleurs, tu peux parfaitement être à la fois dans le déni et dans la mauvaise foi, ce n'est pas incompatible. C'est ce qui se passe quand tu te dis « je ne suis pas addict, mais je ne peux pas m'en empêcher ». Ou « je ne suis pas addict et j'arrête quand je veux ». Alors qu'en fait, tu ne veux jamais arrêter, puisque justement, tu es addict. Le déni est considéré en psychologie comme une défense contre une vérité douloureuse, alors que la mauvaise foi de Sartre est une fuite devant les implications existentielles de cette vérité. Le déni, c'est quand tu ne vois pas le problème, alors que la mauvaise foi explique que même quand tu commences à voir le problème, tu peines à assumer ce que cette vérité exige de toi. Les postures de mauvaise foi te conduisent à nier les causes qui te font agir comme tu agis. Par exemple, tu n'acceptes pas que tu continues de fumer parce que le tabac est addictif et que tu en es addict. Ou bien, à l'inverse, elle t'enferme dans un déterminisme sur lequel tu crois n'avoir aucun pouvoir. C'est le fameux « je sais bien, mais je n'y peux rien ». La mauvaise foi émerge parce qu'elle est plus confortable que de reconnaître que tu patauges dans un truc que tu ne comprends pas très bien, et qu'il faudrait faire quelque chose pour pouvoir te diriger vers d'autres choix. Par son concept de mauvaise foi, Sartre soutient une vérité inconfortable. Tu es à la fois conditionné par des trucs plus ou moins conscients, et en même temps libre de te délester de tes chaînes. La mauvaise foi consiste à nier l'un de ces deux pôles pour échapper à l'inconfort provoqué par cette tension. Entre « je ne peux pas m'en empêcher » et « j'arrête quand je veux », il est probable que Sartre verrait là de la mauvaise foi, parce que ces deux postures évitent d'affronter la complexité réelle de la situation. Chez Sartre, la mauvaise foi ne naît pas de l'ignorance pure. C'est une adhésion ambiguë à une certaine idée de l'addiction, à une représentation qui est motivée par des besoins pas tout à fait reconnus. Dans la mauvaise foi, la conscience n'est pas simplement ignorante. La conscience participe à la production du flou. La conscience sait sans vouloir savoir. Elle adhère sans adhérer totalement. C'est pour cela que Sartre parle de foi. La conscience soutient activement une certaine version du réel à laquelle l'addict décide de croire et à laquelle il s'accroche. Sartre s'est plus intéressé au fait même que la conscience se ment à elle-même et moins au pourquoi elle le fait. Mais nous pouvons le faire aujourd'hui. Les besoins qui cimentent la mauvaise foi décrite par Sartre pourraient aujourd'hui être le besoin d'éviter l'angoisse, le besoin de préserver une identité, d'éviter la culpabilité ou d'éviter une décision, le besoin de maintenir une cohérence narcissique, d'éviter une perte ou des changements inquiétants, le besoin de contourner la peur du manque ou de la frustration. En soutenant une certaine interprétation du réel, ta conscience tente de combler ces besoins. Croire que ce n'est pas grave de consommer, ou que tu maîtrises, t'évite de culpabiliser. Croire que c'est plus fort que toi t'évite d'affronter l'angoisse d'envisager une vie sans produit. Croire que tu es comme ça par nature t'évite de t'orienter vers des changements ou des remises en question délicates. Tu vois ce que je veux dire? Cette mauvaise foi, telle que Sartre la pense, illustre très bien ce que j'appelle les micro-décisions apparemment anodines, dont je parle dans le 2e épisode de la mini-série sur la rechute. Ces petites décisions parfois déroutantes telles que « Non mais je passe au bistrot juste pour dire bonjour » ou « Bon, j'achète une bouteille, c'est au cas où quelqu'un passerait à l'improviste ». Tu vois ce que je veux dire? Elles sont pleines de mauvaise foi, ces micro-décisions anodines. Pour saisir ce que la philosophie de Sartre peut t'apporter pour éclairer tes addictions, il faut bien comprendre que Sartre ne dit pas qu'une espèce de force inconsciente autonome agit malgré toi quelque part en toi. Il dirait plutôt que ta conscience elle-même organise ta fuite, même si c'est pas une évidence pour toi. Dans beaucoup de traditions philosophiques,
On décrit chez l'humain une sorte de moi central, une espèce de noyau psychique qui décide des pensées et des actes. Sartre refuse cela. Pour lui, la conscience, c'est un mouvement. C'est une activité qui se projette sur quelque chose. Une relation pure qui se déploie entre toi et le monde, ou entre toi et toi-même. Pour employer une image simple, quand tu regardes une chaise, ta conscience n'est pas un lieu ou une chose qui se logerait quelque part dans ta tête et qui analyserait la chaise. Ta conscience, c'est le mouvement qui se tourne immédiatement vers la chaise. Ce que nous appelons l'ego, pour Sartre, c'est une construction secondaire à ta conscience. C'est le personnage que tu te racontes, l'image que tu te fais de toi. Ton moi psychologique qui te permet d'avoir de toi-même une image et un discours cohérent, linéaire et stabilisé. Chez Sartre, la conscience n'est ni le moi ni l'ego. Le moi apparaît dans la conscience comme quelque chose que la conscience peut observer. Tu peux dire par exemple « je suis timide » ou « je suis musicien ». Donc le moi devient lui-même un objet visé par la conscience. La conscience peut toujours prendre un peu de recul, un peu de distance par rapport au moi ou par rapport à l'ego. Et les récits identitaires, les rôles psychologiques, ne peuvent jamais enfermer totalement la conscience. Quand tu évites certaines pensées, quand tu minimises un problème, quand tu compartimentes une situation pour éviter de la voir en entier, il n'y a pas un petit personnage intérieur qui agit dans l'ombre à l'intérieur de toi. C'est ta conscience elle-même qui module son attention, qui organise ce qu'elle regarde et qui soutient certaines interprétations qui t'arrangent. En cela, la lecture de Sartre permet de prendre conscience de tes mécanismes d'évitement et de rationalisation. Elle permet de prendre conscience des récits que tu construis, des preuves auxquelles tu t'accroches pour consolider ton discours identitaire. Au contraire, le travail de lucidité consiste à observer tous ces mécanismes, à voir ce qu'ils protègent dans ton identité, à voir les angoisses qu'ils repoussent loin de toi, et à remettre tout cela en question. C'est un travail essentiel qui rouvre la porte à 1000 possibilités nouvelles et porteuses. Je vais me décaler 1 minute de la question des addictions pour que tu comprennes comment Sartre interroge ces mécanismes qui nous conduisent à nous penser comme des objets et non comme des créatures créatrices et agissantes. Par exemple, si tu te dis « je suis incapable d'aimer », la question telle que Sartre se la poserait serait « quand je pense que je suis incapable d'aimer, est-ce un état, une habitude, est-ce une protection, un rôle, une essence réelle ?» Ensuite, Sartre se demanderait « quelle angoisse cette représentation évite-t-elle ?» Et ça, comme genre de questionnement, c'est central chez Sartre. Souvent, quand tu te définis avec une identité bien particulière, cette identité te protège contre une responsabilité, ou alors elle te protège d'une perte, ou d'une remise en question, ou d'une décision à prendre, ou encore elle t'évite de t'observer sous un angle inconfortable. Dès lors, avec un questionnement sartrien, tu dois débusquer ce que tu cherches à maintenir dans le flou. Ces questionnements sont importants parce qu'ils te montrent que tu transformes certains conditionnements en destin absolu. Sartre ne nie pas que nous soyons déterminés parfois par des causes qui nous échappent, mais il interroge à quel moment et à quel endroit tu transformes ces déterminismes en identité totale. Pour le dire autrement, Sartre pourrait comprendre que 1000 facteurs te déterminent à fumer du tabac, mais ce sur quoi il s'interroge, c'est à quel moment et à quel endroit tu te transformes en fumeur qui ne peut pas s'arrêter ou qui croit qu'il est libre de fumer et que tu en fais une vérité identitaire. Alors, petite nuance à tout cela, Sartre ne croit pas qu'on puisse devenir parfaitement lucide et totalement transparent à soi-même. Pour Sartre, la conscience est structurellement ambiguë. Donc il y aura toujours des zones de flou, des choses qui t'échappent et des contradictions. Mais la pensée de Sartre offre la possibilité de sortir des fixations identitaires. Par exemple, je suis dépressif, je suis traumatisé, je suis un anxieux, je suis une addicte. Ces réalités existent, mais Sartre dirait probablement qu'elles ne résument pas ta conscience, qu'elles ne l'enferment ni dans un état, ni dans le temps. Cette perspective ouvre un espace vital très important. Au fond, Sartre combat constamment une tentation humaine, celle de devenir une chose définie une fois pour toutes. Pourquoi fonctionnons-nous comme cela ? Eh bien, probablement parce que la stabilité nous rassure. Sartre remarque que nous cherchons une forme de repos identitaire, une stabilité ontologique ou une définition finale de nous-mêmes.
afin de ne pas avoir l'impression inconfortable que notre identité n'existe pas, ou qu'elle est floue et mouvante, ou que ses frontières se délitent dans un devenir sans repère ni limite. Pour Sartre, vivre, c'est précisément ne jamais coïncider totalement avec une image que tu pourrais te faire de toi-même. Il y a un paradoxe assez fatigant dans la mauvaise foi, en particulier dans le cas de l'addiction. Si le déni était quelque chose de totalement extérieur, de mécanique et d'inconscient, il serait peut-être plus simple à identifier. Mais chez Sartre, c'est la conscience elle-même qui le met en place. L'instance qui observe la vérité et l'instance qui détourne le regard de cette vérité sont structurellement entremêlés. C'est pourquoi la mauvaise foi est instable. Parfois tu ouvres un peu les yeux, parfois tu les refermes. Parfois tu observes quelque chose, parfois son contraire. La conscience doit continuellement maintenir certaines choses dans le flou. Elle doit éviter certaines synthèses. Et ça, c'est épuisant. C'est parce qu'elle met fin à ses efforts que l'abstinence se vit comme une telle libération et comme un tel soulagement. Dans l'abstinence, il n'y a plus ni conso, ni manque, ni envie, ni frustration, ni déni, ni mauvaise foi. Et c'est ça qui est libérateur. D'une certaine façon, sortir du déni, ou sortir de la mauvaise foi, c'est surprendre ta conscience en flagrant délit d'organisation. Quand tu prends conscience de ton déni, tu casses l'organisation précédente à laquelle tu croyais, et le mécanisme se révèle. D'un coup, tu vois clair, et ta conscience se réorganise immédiatement vers autre chose. Ce qui est fascinant chez Sartre, c'est qu'il pense que la conscience peut devenir consciente de ses propres stratégies d'évitement. Mais cette lucidité n'est jamais stable ni acquise une fois pour toutes. C'est peut-être ça, ce savoir addict. Addict un jour, addict toujours, ça ne veut pas dire que tu es condamné à consommer toute ta vie. C'est te souvenir des mécanismes qui existent en toi, c'est garder à la conscience que tu es fondamentalement instable et que tu dois veiller sur toi. Et c'est choisir de ne pas réenclencher ces mécanismes qui t'ont piégé par le passé. En choisissant ce chemin-là, jour après jour, tu exerces activement ta liberté fondamentale. Et plus tu l'exerces, plus tu l'expérimentes, plus elle devient rassurante et créatrice. Je te propose maintenant de nous pencher sur la pensée de Spinoza. Chez Spinoza, nous découvrons une métaphysique radicalement différente. Pour lui, nous sommes entièrement déterminés par des causes. Et la liberté consiste à comprendre cette nécessité. Chez Spinoza, plus tu comprends tes affects, leurs causes et les chaînes de détermination qui te conduisent à faire ce que tu fais, plus tu deviens libre. Chez Spinoza, la liberté, c'est la compréhension de tout ce qui te détermine. Pour mieux comprendre ce que Spinoza entend par déterminisme, je vais te donner un exemple. Imagine que tu rentres chez toi après une journée difficile. Tu es fatigué, tu t'es peut-être disputé avec quelqu'un, tu es un peu stressé, et en plus tu n'as presque pas mangé. En passant devant une boulangerie, tu achètes 3 pâtisseries que tu n'avais absolument pas prévu d'acheter ce matin. Tu les manges en te disant « j'en avais envie et j'ai choisi librement ». Pour Spinoza, c'est précisément là que commence l'illusion. Car ce que tu appelles « mon envie », c'est le résultat d'une multitude de causes, comme ton état de fatigue, une chute de glycémie, le stress, le souvenir appris que procure une récompense bien méritée, l'odeur de la boulangerie, la vitrine alléchante, des comportements automatiques intégrés depuis ton enfance, ton état émotionnel du moment. Autrement dit, tu connais ton désir, tu sais que tu veux manger des gâteaux, mais tu ignores l'ensemble et la variété des causes qui ont produit ce désir. C'est parce que tu ignores toutes ces causes que tu te crois libre. C'est cela que soutient Spinoza, quand il déclare que l'être humain croit être libre parce qu'il est conscient de ses actions, mais inconscient des causes qui le déterminent. Son exemple le plus connu est encore plus simple. Imagine une pierre lancée dans les airs. Si cette pierre avait une conscience, elle sentirait son mouvement dans les airs. Elle pourrait se dire alors « je vole parce que je le veux ». Mais en réalité, elle a été lancée. Elle subit les lois physiques et elle ne connaît pas les causes de son mouvement. Pour Spinoza, les humains ressemblent souvent à cette pierre. Tu ressens tes désirs, mais tu ne vois pas toujours les chaînes causales qui les produisent. Maintenant, je prends un exemple lié à l'addiction. Tu te dis, tiens, je me ferais bien un petit pétard. Spinoza répondrait, très bien,
mais examinons les causes. Le cannabis est très addictif. Et là, tu arrives pile à l'heure où tes mécanismes dopaminergiques appellent une dose. Et privilégie cet appel dans ta conscience. Ensuite, la consommation chronique de THC, à long terme, a cette propriété d'exacerber des sensations que tu n'aimes pas ressentir, comme l'anxiété, le manque, la frustration ou le sentiment de solitude. De plus, tu te retrouves dans un contexte déclencheur. C'est l'heure, tu as travaillé 8 heures, tu es fatigué par les bouchons ou par le métro, tu te mets en mode automatique. Enfin, le mécanisme addictif lui-même te fait anticiper des souvenirs de soulagement. Le désir de consommer n'est donc pas apparu spontanément de rien. Il est en grande partie lié à un apprentissage et à du renforcement encouragé par une consommation chronique. Il est donc l'effet d'un enchaînement de causes ou d'une histoire causale. Là où Spinoza devient subtil, c'est qu'il n'est pas fataliste. Il ne dit pas « puisque tout est déterminé, rien ne sert à rien », car la compréhension elle-même est une cause. Supposons que tu comprennes tes déclencheurs, tes automatismes, ton fonctionnement émotionnel, ton fonctionnement dopaminergique. Et tu remarqueras peut-être que c'est tout l'objet du travail de cette chaîne. Toute cette compréhension modifie la chaîne causale. La compréhension de tout ce qui te détermine devient elle-même une force agissante qui peut te conduire à d'autres choix. C'est pourquoi la liberté spinoziste n'est pas de faire ce que tu veux, mais plutôt de comprendre de plus en plus pourquoi tu veux ce que tu veux. Et c'est là que Spinoza est étonnamment moderne pour penser l'addiction. Aujourd'hui, lorsqu'un thérapeute t'aide à identifier tes vulnérabilités, ce qui te déclenche et tes schémas répétitifs, il accomplit quelque chose de très spinoziste. Il t'aide à remplacer une réaction subie par une compréhension plus adéquate des causes qui la produisent. La différence est immense, car pour la plupart d'entre nous, intuitivement, spontanément, nous pensons que la liberté commence par le choix. Pour Spinoza, la liberté commence par la connaissance. Là où je trouve que ça devient passionnant de comparer les métaphysiques de Sartre et de Spinoza, c'est qu'en partant de prémices radicalement opposées, les deux philosophes rencontrent une question commune. Comment un être humain peut-il augmenter sa liberté face aux forces qui le déterminent ou qui le traversent? Question que j'ai envie de reformuler ainsi. Comment un addict peut-il s'émanciper face à des produits ou usages qui déterminent ses comportements? Mais avant de répondre à cette question, et pour des questions de principe, il faut mesurer d'abord l'ampleur du désaccord qui existe entre les deux philosophies. Pour Spinoza, nous l'avons vu, tout est déterminé. Chaque pensée a une cause, chaque désir a une cause, et le libre arbitre est une illusion. Spinoza démontre, comme nous l'avons vu, que les hommes se croient libres parce qu'ils connaissent leurs désirs, mais qu'ils ignorent les causes qui motivent leurs désirs. Pour Sartre, la conscience échappe toujours à ce qu'elle est. Elle est une liberté totale, avec tout ce que cela comporte d'angoissant. Pour lui, nous sommes condamnés à être libres. Et vu de loin, c'est quasiment l'inverse de Spinoza. Pourtant, chez les deux auteurs, quelque chose qui est de l'ordre de la prise de conscience augmente notre liberté. Alors, on ne parle pas de la même conscience chez Sartre et chez Spinoza. Pour Spinoza, je suis esclave lorsque je suis dominé par mes passions, par mes désirs, ou encore par mes addictions, mots qui n'existaient pas dans le langage courant du temps de Spinoza. Chez Spinoza, je suis un être agi plus qu'un être agissant, tant que je subis des causes que j'ignore. Par exemple, je crois la pensée « j'ai envie » ou « j'ai besoin d'un verre ». Mais j'ignore mon addiction et j'ignore les mécanismes addictifs qui survalorisent l'éthanol dans ma conscience et qui ne me lâcheront pas tant que je n'aurai pas consommé. J'ignore ma fatigue, mes automatismes, le modèle parental que j'ai reçu ou le modèle sociétal dans lequel j'évolue. J'ignore mes émotions du moment et je ne vois pas que tout ceci me pousse à me servir un verre. Dès lors, je me crois libre, alors que je suis déterminé. La liberté spinoziste consiste à comprendre davantage les causes qui me traversent. Plus je comprends ce qui me pousse à consommer, plus je récupère de puissance d'agir, parce que je redeviens moi-même la cause de mes actions. Chez Sartre, le problème est différent. Quand par exemple l'addict déclare « je ne peux pas faire autrement », pour Sartre, cette phrase est déjà suspecte. Elle risque d'être une manière de te transformer en objet qui subit une influence contre laquelle tu n'as aucun pouvoir. Or, tu n'es jamais uniquement ce qui t'arrive. Pour Sartre, tu es aussi la manière dont tu relationnes avec ce qui t'arrive. La liberté apparaît lorsque tu cesses de te raconter des histoires, quand tu reconnais ta situation, que tu assumes ta responsabilité et que tu prends conscience que tu as le pouvoir de prendre des décisions. Malgré des pensées totalement opposées,
Sartre et Spinoza considèrent tous les deux que l'être humain est très souvent prisonnier d'illusions sur lui-même. Je souligne le mot illusion. Spinoza démontre que tu t'illusionnes sur les causes de tes désirs, sur tes motivations. Et Sartre montre que tu t'illusionnes sur la liberté. Spinoza dit « Tu te crois libre alors que tu ignores ce qui te détermine ». Et Sartre dit « Tu te crois déterminé alors que tu participes aux pièges dans lesquels tu tombes ». C'est presque un effet miroir. Tu as vu ? Cet effet miroir devient passionnant pour penser l'addiction, parce que l'addiction contient simultanément ces deux dimensions. L'addict est effectivement déterminé par la neurobiologie addictive, par ses apprentissages, par de probables traumas, par sa génétique, par son environnement, par certains automatismes intégrés. Mais l'addict est aussi plus que ses déterminations. Et il peut les reconnaître, les interpréter, il peut s'y confronter, il peut modifier son rapport à elles. Le tour de magie ici, c'est que tout en proposant deux définitions incompatibles de la conscience et de la liberté, ces deux penseurs convergent sur un point commun. L'illusion est une servitude. Chez Spinoza, ignorer les causes de ton désir te rend esclave de tes désirs. Chez Sartre, te mentir à toi-même te rend esclave. Dans les deux cas, la lucidité et la compréhension te délivrent et t'apportent la liberté. Dans les deux cas, l'ignorance et l'aveuglement te maintiennent dans une forme d'esclavage, pas forcément complètement conscient. Spinoza nous aide donc à comprendre pourquoi nous sommes capturés, et Sartre nous aide à comprendre pourquoi et comment nous participons parfois à notre propre capture. L'addiction se situe précisément à l'intersection de ces deux vérités. Une philosophie de l'addiction qui ignorerait Spinoza risquerait de devenir moralisatrice, en versant dans une culpabilité de type « tu choisis de consommer, c'est de ta faute si tu ne sors pas de ton addiction ». Et une philosophie de l'addiction qui ignorerait Sartre risquerait de devenir fataliste. Tu consommes un produit qui te rend addict, et puisque tu es rendu addict, tu ne peux plus rien faire contre ton addiction. C'est peut-être pour cela que les faire dialoguer est si fécond. Plonger dans Spinoza permet d'estimer la profondeur des automatismes psychiques et la pluralité des causes qui nous déterminent. Et relire Sartre permet de renouer avec une pensée qui a extraordinairement bien décrit la manière dont nous collaborons avec ces automatismes et ces causes. Tant que tu es dans le déni, une partie de toi perçoit et observe la réalité, mais tu détournes le regard de ce que tu observes. Sortir du déni, c'est observer en toi ce mécanisme de détournement du regard. C'est observer ce que ta conscience met en place pour ne pas voir et ignorer la vérité, et pourquoi elle le fait. C'est voir que ta conscience laisse certaines choses apparaître, mais qu'elle en dissimule d'autres. Elle en évite certaines, et elle se passe de tirer certaines conclusions qui ne t'arrangent pas. C'est voir que ta mauvaise foi regarde certains faits, mais sans regarder pleinement leur sens. Tu sors du déni pas seulement quand tu cesses d'éviter de regarder le problème, mais également quand tu prends conscience du mécanisme d'évitement. Ta conscience devient alors consciente de ce qu'elle esquive, de ce qu'elle sélectionne. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile à faire ? Eh bien parce que la conscience qui observe et la conscience qui détourne activement le regard ne sont pas deux entités séparées. La conscience évite et en même temps elle observe. C'est pour cela que la mauvaise foi semble fuyante, mouvante, instable, subtile, polymorphe. Dès qu'une micro-lucidité apparaît, la conscience est capable immédiatement de re-rationaliser, si tu me permets l'expression. Elle peut immédiatement replacer le problème dans un nouvel argumentaire et produire un nouveau récit pour conserver l'évitement. C'est même assez vertigineux. Tu as sans doute déjà remarqué que quand tu discutes avec une personne qui fait preuve de mauvaise foi, quels que soient les arguments que tu lui avances, il les contourne, il les retravaille, il les détourne, il s'en empare, quitte à dire exactement le contraire de ce qu'il disait il y a 5 minutes. C'est prodigieux. Et c'est le cas du fumeur qui te dit « Non mais moi de toute façon je fume jamais à la semaine » et qui 5 minutes plus tard te dit « Cette semaine j'ai fumé 5 cigarettes, mais c'est parce que... » Tu vois ce que je veux dire ? Détourner le regard te protège d'une certaine instabilité psychique. Et ça t'évite d'avoir à reconfigurer ton image de soi. Et même si ouvrir les yeux ouvre de nouveaux horizons pleins d'espoir, c'est un mouvement qui peut générer de l'angoisse. À ce sujet, Sartre et Spinoza délivrent 2 promesses antagonistes qui vont t'aider à enrichir ta représentation de la liberté. Spinoza défend, et je suis profondément d'accord avec ça,
que ce qui te détermine peut être compris, et que la libération naît de cette compréhension. C'est tout l'objet de ce podcast. L'espoir réside dans la connaissance. Si tu souffres d'une addiction, tu mets toutes les chances de ton côté en comprenant tes déclencheurs, tes affects, en reconnaissant les situations qui précèdent tes consommations, en comprenant ce que le produit ou le comportement provoque dans ton cerveau et ce que tu tentes de réguler. Ton addiction peut cesser dès lors de t'apparaître comme une malédiction, ou comme une faute morale, ou comme un mystère. Elle devient un problème intelligible, et ce qui est intelligible peut être transformé. De façon très moderne, Spinoza lui non plus ne se demande pas s'il y a un coupable. Il s'intéresse aux causes, et c'est une posture extrêmement importante en addictologie. L'espoir sartrien est d'une autre nature. Sartre dirait que tu n'es jamais réductible à ce qui t'est arrivé, que ni ton passé, ni ton enfance, ni ton addiction ne constituent totalement ton être, et que tu es beaucoup plus que cela. Tu es l'inédit, et la somme des potentiels que renferme chacune de tes prises de conscience. Sartre porte haut l'idée qu'il y a toujours un espace de changement, même minuscule, même difficile, même dans des conditions extrêmement contraignantes. Et par cette posture, Sartre t'aide à sortir du fatalisme. Il t'aide à te voir plus vaste et plus fécond que tu ne peux même le concevoir. Si, comme moi, tu te reconnais comme un addict, ton histoire n'est pas déjà écrite. Ton addiction fait partie de la réalité, mais elle n'est pas toute ton existence. Elle n'est pas tout ton être. Alors Sartre reconnaît la difficulté de certaines situations. Il reconnaît les contraintes et les résistances qui peuvent entraver tes mouvements. Mais il refuse qu'elles deviennent ton destin absolu. Quand on étudie le cas des addictions très sévères, celles où l'addict semble réellement incapable de se sortir du piège tellement il est allé loin, on semble toucher les limites de la pensée sartrienne. Mais alors Spinoza vole à notre secours, car il nous reste la libération possible, délivrée par la connaissance. Pour Spinoza, être libre, c'est mieux te comprendre et devenir l'auteur de tes actions, plutôt que de subir passivement leurs effets. Pour lui, la liberté, c'est une augmentation de ta puissance d'agir par la compréhension des causes. Pour Sartre, la liberté, c'est quelque chose de beaucoup plus radical. Tu es malade, mais tu n'es pas seulement cette maladie. Tu es addict, mais tu n'es pas seulement cette addiction. Tu es déterminé de 1000 manières, mais tu n'es jamais totalement identique à ces déterminations. La liberté sartrienne pourrait se résumer ainsi. Être libre, c'est pouvoir entrer en relation avec ta situation au lieu de te confondre entièrement avec elle. Voilà pour l'aide que j'ai trouvée en me plongeant dans la philosophie. Sartre m'aide à voir comment je participe parfois à mes propres pièges. Spinoza m'aide à comprendre les causes qui m'y conduisent. Nietzsche poserait peut-être encore une autre question. Qu'est-ce que l'addiction tentait de résoudre dans mon existence ? Car avant d'être un problème, elle est souvent un désir de solution. Alors une solution coûteuse, parfois destructrice, mais une tentative de solution malgré tout. Alors par pure honnêteté intellectuelle, je me dois de reconnaître que Spinoza et Sartre se seraient sans aucun doute opposés à ce rapprochement de leurs pensées, qui sont et qui restent incompatibles. Spinoza considérerait sûrement que la liberté sartrienne est une illusion métaphysique. Et Sartre rétorquerait probablement que le déterminisme spinoziste manque la réalité fondamentale de la conscience. Autrement dit, leur opposition n'est pas simplement méthodologique, elle est ontologique. Je le sais très bien. Je sais aussi qu'en posant une lecture moderne, un peu neuroscientifique et psychologisante sur ces deux courants de pensée, je passe sous silence la profondeur métaphysique du projet de Spinoza. Je le sais bien et je m'en désole. Je sais aussi que ma façon de domestiquer ces deux pensées philosophiques vient plutôt confirmer quelque chose que je cherche à prouver, plutôt que donner la parole à ces deux philosophes. Mais l'idée ici, ce n'est pas tant de faire parler fidèlement les deux penseurs, que de voir jusqu'où on peut travailler leurs pensées, pour nous secourir dans nos efforts modernes. Enfin, les deux philosophes n'abordent pas du tout la question de la conscience de la même façon. Et ils ne lui accordent d'ailleurs pas la même importance. Alors les rapprochements sont évidemment acrobatiques. Néanmoins, j'aime à penser que tous les deux nous encourageraient probablement à exercer notre capacité à observer comment nous participons à nos propres servitudes, afin de rouvrir du possible, de l'espoir et de la nouveauté
là où nous étions figés. En tout cas, ces deux approches, entre autres, nourrissent abondamment la méthode en 15 épisodes que je te propose pour te sortir de ton addiction, et dont je te mets le lien sous l'audio. Pour moi, être libre, c'est être en capacité de choisir de dire non. C'est connaître les raisons qui font que je fais ce que je fais. Et c'est faire des choix qui, autant que possible, honorent les valeurs que je porte en moi. Et toi, chère auditorice, quelle est ta conception ou ton expérience de la liberté ? N'hésite pas à écrire un commentaire, j'y répondrai. Si tu penses que ce podcast peut être utile à une autre personne, pense à lui en parler ou à lui envoyer un lien d'écoute. Et si tu veux améliorer la visibilité et la diffusion du podcast, je t'invite à liker, à t'abonner, ou encore à poster un commentaire. Parce que les commentaires alimentent l'algorithme qui choisit alors de privilégier ce contenu-là plutôt qu'un autre. Alors n'hésite pas. Dans tous les cas, je te remercie tout plein de soutenir mon travail. Ça me fait du bien. Je te retrouve bientôt et on continue ensemble à réfléchir sur les addictions. D'ici là, garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. À bientôt. Bye bye.